comme d'aller demander à un pauvre petit breton d'aller casser la gueule à un pauvre espagnol. Finalement, pourquoi? Pour le plus grand plaisir de qui? De Julien Drey? De Pierre Berger? Je vous fais un dessin. Enfin non, je vous fais pas un dessin. Alors là, oui, je vais prolonger cette réflexion sur aujourd'hui le pouvoir qui normalement est là pour maintenir une paix civile, une harmonie, malgré les antagonismes de classe, etc. Qu'aujourd'hui le pouvoir est systématiquement dans une logique de guerre civile, c'est-à-dire qu'il pousse à l'affrontement, il pousse aux extrêmes, il pousse à la violence sur toutes les lignes de fracture qui normalement il devrait essayer de concilier en tant que pouvoir. Et là on voit qu'après avoir poussé les jeunes de gauche contre les jeunes de droite, puisqu'on voit bien aussi qu'après que des jeunes aient beaucoup pris la rue avec la manif pour tous, la réponse du PS a été effectivement de réactiver les antifas à travers Antifa Paris banlieue pour pousser donc des jeunes de gauche contre des jeunes de droite dans du combat de rue, ce qui est très immature. Hein. Donc on a poussé à la guerre civile les jeunes de gauche contre les jeunes de droite, et là avec le mariage homo, on a créé de toutes pièces une homophobie en France qui n'existait pas, parce que la France est un pays où il n'y a pas de police des braguettes, contrairement aux pays issus du puritanisme comme les États-Unis, où les gens s'en foutent totalement de l'homosexualité. On n'a jamais demandé de compte à Jacques Lang, à Pierre Berger. Les Français s'en foutent. Il n'y a pas de police des braguettes. C'est pas la tradition française. Or là, le pouvoir, par cette loi qui est une loi qui n'a rien à voir avec la question du mariage homo, mais avec la question des enfants et la protection de l'enfance et de l'extension de la logique marchande au monde de l'enfance et de l'enfantement. C'est ça la vraie question civilisationnelle qui est derrière. Hein. On a créé de toutes pièces une homophobie et on a monté les hétéros contre les homos contre les hétéros. Donc c'est encore cette logique. Et on voit que c'est finalement la logique systématique du pouvoir pour effectivement ne pas répondre à la question de l'injustice sociale, à la question de l'inégalité fondamentale, qui est cette inégalité sociale qui est cachée derrière cet égalitarisme formel issu de la Révolution française, hein, égalité formelle, inégalité réelle, et que systématiquement, pour ne pas répondre à l'inégalité réelle, qui est la question effectivement de l'exploitation de classe, on montre des faux antagonismes. Alors on a monté le féminisme pour ça, hein, c'est-à-dire opposer les femmes aux hommes et désamorcer le sérieux de la lutte des classes par la lutte des sexes, hein, en manipulant la fille de famille bourgeoise idiote, c'est-à-dire la petite Mérique de l'époque d'après-guerre qui est de Simone de Beauvoir. Hein. De cette manière-là, en empêchant la femme de se politiser, on empêche aussi l'homme d'être politisé. Et on empêche la femme d'être politisée si on l'empêche de travailler. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison, donc on la maintient loin de la vie politique. Après ça, on a fait le jeunisme, hein, la lutte des âges, avec mai 68. Lundi 6 mai 1968 dans l'après-midi. Sur le boulevard Saint-Germain, en plein cœur de Paris, les étudiants affrontent la police. La rébellion des jeunes contre leur père, avec ce gauchisme, effectivement, avec la révolte contre l'État-papa ou le papa-État, qu'on insulte mais qui doit continuer à donner l'argent de poche. J'ai vu un garçon, un jeune étudiant, qui était du côté derrière les barricades et qui traitait un CRS en face, d'ordure, enfin. Ce type, ce CRS, pleurait. Alors je me suis posé une question, je me suis dit, mais enfin pourquoi ce type pleure? Et l'étudiant m'a dit, c'est mon père. Donc tout ça, c'est de l'immaturité politique et de l'inconscience politique programmée par le système. On a eu la période de l'antiracisme avec Mitterrand, au moment où la gauche du PS a clairement abandonné la question sociale à partir du virage de la rigueur. On peut saluer le rôle qu'a joué Quinquin, là, le rougeau de Lille qui vient de mourir. 1983, la situation économique de la France est critique. Pour ne pas sortir du système monétaire européen, le gouvernement Mauroy met en place une politique de rigueur. Saint-Léger, près de Valenciennes, 12 000 ouvriers travaillaient là. Lorsque j'étais gosse, que je passais devant ces hauts fourneaux, c'était dantesque, quoi. C'est moi qui les ai fermés.
Et pour cacher qu'ils avaient abandonné les ouvriers et la question sociale, ils se sont mis à parler d'antiracisme. C'est-à-dire en réalité créer de la lutte raciale en France à toute force, en accompagnant pour des raisons patronales l'immigration incontrôlée et en incitant à la haine raciale des deux côtés par la manipulation des SOS racisme, c'est-à-dire à monter l'immigré contre le français de souche, en le traitant systématiquement de raciste, de collabo, de colonialiste, etc. Ce commencement de vague raciste que je vois se développer en France. Il y a des raisons idéologiques qui font que le racisme se développe. Il y a des tabous qui ont été levés, il y a des verrous qui ont sauté. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes gens? Quelles sont les idées qui y cheminent? Quelle est la bêtise qui peut y conduire? Quelle est la démence criminelle qui peut circuler dans l'air du temps? Et aujourd'hui, les mêmes d'ailleurs ont transformé le Chance pour la France en dangereux islamiste. Il y a des racismes en France. Oui, autrement dit, si l'antisémitisme est fort en France aujourd'hui, c'est parce qu'il est fort dans certaines banlieues. Il est d'origine non pas islamique, mais en tout cas islamiste. En mettant là en branle du Finkielkraut, du Zemmour et du La France Orange Mécanique. Laurent Oberton, dans son livre Choc, La France Orange Mécanique, il balance et ça détonne. 13 000 vols, 2000 agressions et 200 viols par jour. Vrai ou pas, avec des chiffres comme ça, une chose est sûre. La France a peur. Votre livre a 3 immenses vertus. Il y a une page d'abord qu'il faudrait encadrer. C'est quand vous comparez les chiffres de 1900, les chiffres de 1950 et les chiffres d'aujourd'hui. Parce que là, on rigole plus. On nous a baratiné depuis 40 ans avec « mais c'était la même chose au temps des Apaches », ça c'était en 1900, et c'était la même chose au temps des blousons noirs dans les années 50. Mon œil! Avec les réseaux Kersan, toujours les sionistes derrière, les trotsko-sionistes, etc., pour pousser la guerre civile sur une ligne ethnico-religieuse. Voilà. Donc on voit aujourd'hui que le pouvoir, qui est en réalité le pouvoir économique et le pouvoir de la banque, je l'ai bien dit, la démocratie, c'est la démocratie de marché, c'est le pouvoir du plus riche, sachant qu'ils sont responsables de la crise, et non seulement responsables, mais qu'ils veulent aller, à mon avis, au chaos, c'est régner par le chaos, c'est une stratégie systématique maintenant. Ils poussent à la guerre civile et à la violence sur tous les fronts possibles pour cacher leur responsabilité dans la crise et pour détourner des vrais combats, des combats sociaux. Donc femmes contre hommes, jeunes contre vieux, immigrés contre de souches, avec la bêtise des deux côtés, des F de souche d'un côté et des SOS racisme de l'autre. Et on voit très bien comme d'ailleurs tous ces antifas crétins là, effectivement, sont toujours sur toutes ces questions. Il n'y a pas un noir et un arabe chez eux, il y en a beaucoup plus chez nous, mais ils sont très luttés contre le racisme. Mais c'est que les petits blancs, quand on regarde les antifas de combat, là, c'est en général de la petite bourgeoisie blanche des centres-villes, on le sait. Les quartiers sont avec Dieudonné et avec moi. On a pu le vérifier récemment avec Cardet, avec les Black Dragons, ils ont compris, l'enculade de Julien Drey, ils l'ont compris. Ils sont avec nous. Alors les antifas, j'ai envie de leur passer un message personnel, notamment à Rico, ancien Black Skin, patron des actions antifa Paris-Banlieue. J'ai envie de leur dire à des mecs comme Rico que ton truc ça marchera pas. Moi par contre, pour entrer vraiment dans un truc un petit peu de quartier, j'ai des vrais mecs de quartier avec moi et qu'on se laissera pas faire. C'est fini l'époque où vous manipuliez les grands frères, pour faire votre sale boulot, pour faire le sale boulot des SOS racisme. Aujourd'hui, ces antiracistes sont que les petits blancs qui finalement se retrouvent on l'a vu d'ailleurs au marché des Pyrénées, à tabasser des musulmans et des types des quartiers. C'est le paradoxe du réel. Voilà. Donc on est dans cette logique globale de guerre civile, dont le dernier épisode, comme le dit d'ailleurs bien Farida Belgoul, a été après d'avoir essayé de créer de la guerre raciale en France, c'est en train de créer de la guerre sexuelle. La marche des beurs n'avait pas comme motif réel ces histoires de discrimination prétendue ou réelle qui s'exerçaient contre la deuxième génération et notamment par les relations conflictuelles qu'elles avaient avec la police. Je me suis dit que cette marche des beurs, elle avait
le même rôle que le mariage gay aujourd'hui. Cette marche des beurs a probablement été conçue pour endormir le peuple de France et sur les réalités économiques et sociales de la politique gouvernementale de l'époque. Aujourd'hui, c'est le mariage gay, qui est un arbre qui cache évidemment la forêt. Et d'une certaine manière, je l'affirme même, il y a une nette convergence entre les finalités de la marche des beurs et la mise en place aujourd'hui du mariage gay en France. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer de toutes pièces de l'homophobie dans un pays où il y avait une très grande tolérance sexuelle. Voilà. En manipulant les homos d'ailleurs, qui, comme je le dis, n'ont rien demandé. Et surtout, la résistance au mariage homo, c'est pas empêcher que des homos vivent en couple, on en a rien à foutre, mais c'est qu'en fait, derrière ça, il y a la marchandisation de l'enfant et de la femme enceinte, que Pierre Berger, une fois de plus, le con du mois, a très bien affirmé par cette idée que comme l'ouvrier doit vendre sa force de travail et ses bras, les femmes doivent vendre leur ventre. En général, les femmes du tiers-monde, à la bourgeoisie homo qui l'incarne parfaitement des pays riches. Oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine, d'autres... Parce que la question qu'on se pose, c'est Pierre Berger, il vend quoi dans cette histoire? Je veux dire, il fait quoi dans cette histoire? Il produit quoi? Tous les enfants maltraités sont maltraités dans un foyer d'hétérosexuels. Voilà, parce que c'est marrant de commenter en étant au-dessus des autres, mais quelle est sa fonction sociale positive dans tout ça? Ce monsieur qui est milliardaire dans l'industrie du luxe. Entrepreneur, mécène, Pierre Berger est le fondateur de la maison Yves Saint Laurent, président de la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent et président de SIDAction. Le SIDAction, bien sûr, vous êtes copropriétaire du Monde, vous êtes un grand patron et un homme de gauche très engagé. De gauche, c'est l'industrie du luxe de gauche. C'est un peu marrant de voir ce que peut être la gauche aujourd'hui. C'est la gauche Yves Saint Laurent. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Paris, au Grand Palais, à cette vente organisée par Christie et Pierre Berger associés, la vente de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Sous le numéro 35 de Constantin Brancusi, le portrait de Madame Heller, et nous commençons à 12 millions d'euros. 12 500 000, 13 millions, 13 500 000, 14 millions, 15 millions, 16 millions, 17 millions, 18 millions, 19 millions, 20 millions, 21 millions, 22 millions, 22 against you. Personne ne couvre l'enchère de 26 millions d'euros. Enfin, je veux dire, on est dans le... On hésite entre rire, pleurer et s'énerver sérieusement, quoi. Mais je veux dire sérieusement. Pas en poussant des jeunes à aller se casser la gueule dans la rue, mais sérieusement, en s'attaquant réellement à cet ignoble pouvoir dégueulasse, quoi. Voilà. Alors ce qui est intéressant en plus, quand on voit ces lois qui passent aujourd'hui et le pouvoir, c'est que c'est systématiquement, si je prends la loi du mariage pour tous, la volonté d'une petite oligarchie qui manipule, soi-disant, une communauté qui peut-être n'existe pas, puisqu'il y a des homosexuels de gauche, de droite, pour des raisons affectives, transgressives, on va dire génétiques même, hormonales, oedipiennes, enfin je veux dire, tout ça ne constitue pas une catégorie politique, comme je l'ai dit, se faire enculer est une activité de loisir, c'est pas une activité productive. Donc il n'y a pas de... Réduire l'homosexualité à quelque chose de gauche, c'est une escroquerie. Et c'est d'ailleurs l'escroquerie de Jack Lang, il a existé pour ça. Je pense que cette question de l'adoption méritera un jour d'être reposée. Car là où il y a amour, désir d'amour, désir de tendresse, il n'y a pas de raison de fermer la porte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir en France impose à l'ensemble du peuple français quelque chose qui n'est voulu pratiquement par personne, et les gens qui sont chargés de l'imposer sont systématiquement des gens qui ne sont pas issus ou très peu du peuple de France. Même si d'ailleurs ils ne sont pas décisionnaires, c'est-à-dire qu'on envoie, exactement comme on envoie Colin Powell agiter la petite fiole d'anthrax pour vitrifier et massacrer le peuple irakien, pour que ce soit un nègre de maison qui ait fait le boulot, et que ça planque les décisionnaires de l'oligarchie, qui en général sont plutôt des atlanto-sionistes issus de des élites WASP et des élites juives, c'est facile à démontrer. Là c'est pareil, on a une pauvre Taubira qui au départ
Et sur une question d'indépendance guyanaise, donc sur une question d'antiracisme, sur une question de défense des Noirs humiliés. La Guyane, c'est un mélange de population, de culture, de civilisation, de couleurs, c'est-à-dire. C'est une mosaïque extraordinaire parce qu'en fait nous avons en Guyane un village planétaire, c'est-à-dire que nous avons une reproduction pratiquement de la Terre entière. Nous sommes de l'Amazonie, nous sommes du plateau des Guyanes, nous sommes une différence géographique, nous avons aussi une histoire, nous avons une culture qui s'est agrégée à travers le temps. C'est l'occasion de rappeler que la France peut être diverse dans ses relations avec le reste du monde. Et qui se retrouve à faire passer une loi et à se battre pour une loi qui ne la concerne pas du tout, sachant que finalement les gens qui le représentent communautairement sont les plus hostiles à ce genre de dégénérescence homo, il faut le savoir, hein, les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, quand vous leur parlez de mariage homo, ils sont très au-dessus de la France blanche moyenne dans l'hostilité. Je crois au contraire que l'on ne peut mettre fondamentalement sur le même plan hétérosexualité et homosexualité. Un homme et une femme, ce n'est pas pareil que deux hommes ou deux femmes ensemble. Établir une équivalence, une nouvelle égalité, une nouvelle norme, c'est nier la réalité. Mais ce n'est pas le droit qui refuse aux homosexuels d'avoir un enfant, c'est la nature. Alors, pour pallier ce problème de stérilité et d'incompatibilité, on aura recours à la PMA. Où est donc le progrès social? Où est la liberté nouvelle? Comment voulez-vous qu'un homme dont les ancêtres ont été vendus et chosifiés ne soit pas inquiété par cela? Donc elle se retrouve à faire le tapin, une sorte de Colin Powell du sociétal. On a la petite Belkacem qui se retrouve en première ligne, qui est une Marocaine, et qui ne pourrait pas dire le dixième de ce qu'elle dit chez Momo 6. Hein. En réalité, cette forme familiale, elle existe déjà. Et l'erreur de ceux qui craignent qu'on porte atteinte à la structure familiale, sa définition, etc., leur erreur fondamentale, c'est de toujours raisonner, quand ils parlent de famille, au singulier, comme s'il y avait un seul modèle de famille dans notre société, papa, maman, enfant. Mais vous savez très bien ici que ça n'existe plus. Elle se ferait lyncher si elle osait dire la même chose. On a Valls. Donc, cette loi va rentrer dans la société française, elle est irréversible. Qui fait appliquer ça à coups de pompe dans le cul, violence policière, on en parlera tout à l'heure, contre les familles avec des poussettes. Parler de plus de 350 interpellations, que je rappelle qu'il y a eu des interpellations aussi le vendredi et le samedi. Valls, quand même, qui est un Catalan naturalisé en 82 français et qui ne rêve que d'Israël, on le sait, et qui sans doute d'ailleurs doit se penser comme un Maran, un type qui aurait fui les persécutions d'Isabelle la catholique pour aller se planquer en Catalogne. On sait très bien ce qu'est la Catalogne pour un madrilène, je connais bien l'Espagne. À Madrilène, vous dites toujours que les Catalans, c'est les Juifs de l'Espagne, ils les considèrent comme ça, et que c'est les moins espagnols de tous. Voilà. Enfin, donc on a une Taubira, une Belkacem, un Valls qui fait passer une loi qui, en dernière instance, passe sous la présidence de M. Hollande, qui ne sait même pas ce que c'est que le drapeau français. Vous voyez, et en général, Hollande, c'est la provenance. C'est comme Mendès France. C'était pour savoir que c'était pas Mendès Portugal ou Mendès Hollande, vous voyez, c'était Mendès France. Vous voyez. On remettra peut-être des extraits à l'époque où Poujade osait encore aborder ce genre de sujet dans les années 50. Pierre Mendès France. Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte. Voilà. Donc on a finalement que des gens qui sont à la marge, je dirais, de l'identité française, obligés de porter une loi profondément détestée par le peuple français, pour qu'en dernière instance, le peuple français les rende responsables. La petite Marocaine, la Guyanaise, l'Espingouin, finalement, de quelque chose qui n'ont pas voulu profondément. C'est-à-dire qu'on se sert toujours d'un tiers mal placé, qui porte le chapeau devant l'histoire, pour au cas où la colère se déchaîne, en plus qu'elle se déchaîne contre les mauvaises personnes, vous voyez, ou les mauvaises communautés. Donc il y a quelque chose d'infiniment pervers dans tout ça, d'infiniment satanique, d'infiniment triangulaire,
et qui se vérifient systématiquement. Comme d'aller demander à un pauvre petit breton d'aller casser la gueule à un pauvre espagnol, finalement, pourquoi? Pour le plus grand plaisir de qui? De Julien Drey? De Pierre Berger? Je vous fais un dessin. Enfin non, je vous fais pas un dessin. Voilà. Et c'est toujours ce genre de mécanique qui est mise en place, et profondément sordide et surtout voilà, dangereuse, et qui aboutit toujours à ce qu'on punisse les mauvais. Hein, voilà. Vous êtes unis par le mariage au nom de la loi. Un grand homme disait, Martin Luther King pour ne pas le nommer, que si une loi ne peut pas nous obliger à nous aimer, par contre elle peut nous obliger à ne pas se faire lyncher. Et je voudrais aussi remercier Najat. Tu disais, waouh, ça serait quand même super si à un moment vous pouviez vous marier les premiers dans cette belle ville. Et ben voilà, c'est fait Najat. Ambiance festive et débridée, culte du plaisir et de la beauté. Chaque année, la Gay Pride de Tel Aviv attire des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier. L'édition 2013 avait ses invités d'honneur, Vincent et Bruno, fraîchement mariés, venus spécialement de France pour le plus grand intérêt de la presse israélienne. Il s'est passé quelque chose qui a eu un retentissement international, c'est le franchissement de l'égalité en France. Ça reste, aux yeux du monde, le pays des droits de l'homme. Le couple espère servir d'exemple et ouvrir le débat, même dans la ville réputée pour être la plus gay-friendly au monde. En France, on peut se marier et en Israël, toujours pas. Je les ai invités à la Gay Pride pour dire au gouvernement, à la population, aux politiciens, oui, on peut le faire. Et on le veut. Alors ça, c'est un peu, c'est comme la preuve par 9, la vérification. Comment savoir que ce truc de mariage pour tous est une entreprise de destruction, comment dirais-je, de structures fondamentales pour faire qu'en fait produire une masse d'ilotes complètement vouée à ses pulsions et à la consommation, et comment deviner à qui profite le crime en dernière instance et qui veut détruire tout ça. Ce jeune couple qui s'est empressé de se marier, on voit bien que tout ça avait été programmé. Hein. Où est-ce qu'ils sont partis en voyage de noces? En Israël. Ce qui est quand même assez emblématique, hein, voilà. Cette coupe de pédales là, de quelle ville là, de province, ils sont allés se marier en Israël. Alors je rappelle en plus que Israël est un pays qui ne reconnaît pas le mariage laïque et qui ne reconnaît que le mariage religieux validé par les rabbins et qui interdit non seulement le mariage mixte, mais les mariages homo. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Israël fêter un mariage qui est interdit en Israël. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque le côté un peu traditionnaliste de ce pays, puisque dont la Constitution est la Torah, et dont le mariage civil n'existe pas, fait effectivement qu'il ne peut pas y avoir en Israël de mariage homo. Et non plus d'ailleurs pas de mariage mixte. Hein. Faut voir la petite dimension raciale. Hein. Voilà. Donc ces deux couillons-là, qui prouvent bien que la montée au pinacle du mouvement gay est un travail de destruction de la conscience citoyenne et de la conscience politique, sont allés fêter leur mariage dans un pays leur mariage homo dans un pays qui interdit le mariage homo, en plus de tout le reste, persécution des Palestiniens, théocratie militaire, et logés à l'ambassade de France, je crois, des trucs complètement, tout ça totalement, je dirais à la limite de l'illégalité, et en trahison complète des principes républicains. Ils ont été logés gracieusement, je crois, à l'ambassade de France. Enfin voilà, on voit une collusion totale entre le privé, le sociétal, le public, le politique, l'étatique. C'est le grand n'importe quoi actuel, hein, voilà, où plus rien n'est respecté, de la séparation des pouvoirs, on est dans l'indignité, la confusion, l'absurdité totale. Oui, ben ça c'est là où Marine Le Pen n'était pas trop bête, puisqu'elle avait dit que le mariage, l'énorme campagne du mariage pour tous, ce truc de pseudo-gauche, était pour cacher
une fois de plus que c'est le Parti socialiste qui valide les évolutions les plus droitières sur le plan du social. Combien de Français se réveillent le matin en se disant que leur préoccupation principale, c'est de savoir si le mariage homosexuel va être voté? Non. Mais le président de la République a mis en œuvre ce projet de loi pour faire diversion politique, pour que l'on ne regarde pas de plus près le drame qui est en train de se dérouler pour les entreprises, pour les chômeurs, pour ceux qui sont victimes de l'insécurité, pour notre pays qui est aujourd'hui à la dérive. C'est-à-dire que le combat contre le mariage homo porté par une certaine droite a été là aussi pour cacher que pendant ce temps-là, on allait, à la demande de l'Union européenne, validée par la CFDT et le PS, détruire le CDI, c'est-à-dire cette sécurité de l'emploi sans lequel il ne peut pas y avoir de vie sociale, familiale épanouie dans un pays. Parce qu'il faut bien comprendre que le nomadisme forcé est quelque chose qui empêche la vie familiale, les enfants... C'est facile à comprendre. Cette opération de diversion du mariage, de ce projet de mariage homosexuel arrange le système. Pourquoi? Parce qu'il recrée artificiellement le clivage gauche-droite. Et il permet à la gauche et à la droite de cacher aux Français ou de tenter de mettre sous le tapis le fait qu'ils ont une proximité idéologique totale sur toutes les grandes options économiques et sociales qui sont la cause du chômage et de l'effondrement de notre système de protection sociale aujourd'hui. Et c'est moi, ce piège-là, mon rôle, je crois, c'est de le dénoncer. Donc on peut remercier Marine Le Pen d'avoir compris ça, même si je pense que ça n'empêchait pas de s'engager aussi contre le mariage homo. Et ça me permet de rappeler aussi à la marge, quand je parle de Mélenchon et de son goût pour la violence, et de l'énorme violence de cette fausse extrême gauche portée par le NPA, la CNT et le Front de gauche, c'est la manière dont les cadres du Front de gauche s'étaient réjouis du fait que Marine Le Pen était tombée dans sa piscine vide, et qu'ils étaient réjouis qu'elle se soit brisée les os, etc. Il y a un goût pour la violence de ces salopards de la fausse gauche qui est très très répugnant, qu'on ne retrouve pas à l'extrême droite. À l'extrême droite, il y a quand même quelque chose de plus chevaleresque et de plus viril. Là, on est quand même toujours face à des avortons et des lâches qui jouissent de la violence, mais de la manière dont jouissent les lâches, vous savez, qui s'acharnent toujours sur les gens à terre, etc., qui devaient incarner quelque part la figure du petit Méric, cruel et terrorisé, hein, il y a toujours les deux. Et Mélenchon, qui à mon avis, en combat de rue, j'ai été face à lui, parce qu'il m'a même tendu la main, ce con, c'est pas une armoire, hein. On voit, il y a ce mélange de trouille et de haine, et de violence du lâche dans son regard et dans sa bouche, quoi, voilà. C'est pour ça qu'il nous attaque. C'est un lâche. Il n'aurait pas le courage de se battre. C'est un lâche. Et je rappelle bien la manière dont cette extrême gauche s'est réjouie, effectivement, on remettra le truc, du fait qu'une femme tombe dans une piscine vide en faisant son jardin. Je suis vraiment, effectivement, tombée sur pas le un gag, dos. dans une piscine Non, vide. c'est pas un gag, non, en jardinant, vous voyez, j'ai subi les examens nécessaires et je me suis fracturé 2 vertèbres. Le petit pull marine au fond de la piscine, hein, le refrain d'Adjani, ça tout le monde l'a fait. Niveau 2, les détournements, la chute par exemple, celle-ci est signée Les médias vous mentent, alors pas la chute d'Hitler évidemment, mais bien celle de la dirigeante du Front National. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, peut-être l'avez-vous vu, sur l'accident de Marine Le Pen. En attendant, je me casse le cul pour les ouvriers pendant qu'elle se casse le cul dans sa piscine. Ouais, plutôt marrant, hein. Normal. Je sais pas, c'est marrant, c'est droit. Oui, vous avez le droit. Quand on a un peu d'humanité, on se réjouit pas de ce genre de choses, quoi. Je veux dire, il y a des gens à qui ça vient pas l'idée. Et ça, c'est vraiment le côté ignoble de ce post-trotskisme dévoyé, là, qui au nom d'un combat politique en plus relaté, se permet toutes les saloperies, toutes les immoralités. C'est très très notoire, hein. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et donc effectivement, pendant qu'il y avait en partie cet écran de fumée de ce combat de gauche sociétal pour le mariage pour tous, derrière, effectivement, à la demande de l'Union européenne et du pouvoir bancaire mondial et du grand patronat transnational, effectivement, on rogne un peu plus les acquis sociaux du travailleur français. Et pendant que François Hollande, on l'a vu arpenter les rues de Rodez, la Commission européenne a adressé à la France ses recommandations budgétaires. C'est un document de 9 pages, très précis. Il invite le gouvernement à libéraliser au plus vite son économie et à réformer en profondeur, notamment les régimes de retraite. Donc de toute manière, nous aurons à faire cette réforme, nous la ferons dans la concertation, nous la ferons dans la justice, nous la ferons dans la responsabilité. Donc bien rappeler comment tout ça fonctionne, le sociétal. C'est ça le vrai symbole. Le symbole, c'est l'amour qui a triomphé sur
une part de haine. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Voilà, il faut s'aimer dans notre société. Pour cacher l'abandon du social. Des réformes, oui, mais pour le bien de la France. Voilà comment le président de la Commission européenne justifie ses recommandations. C'est une exigence de poursuivre dans le sens des réformes qui sont indispensables, car la France a depuis au moins 10 ans, mais même peut-être 20 ans, perdu de compétitivité. La gauche PD pour cacher la droite anti-ouvrière. Voilà. Qu'est-ce que ce mariage gay, puisqu'on l'appelle comme ça, comme vous voudrez, enlève à qui que ce soit? Par exemple, une ouverture des professions réglementées comme les notaires et les taxis, ou bien encore une nouvelle réforme des retraites qui devra être entamée dès cette année. Nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé. Et donc la France va respecter ses engagements, ce qui implique un certain nombre de réformes. On est toujours sur ces mêmes lignes de fracture qui ont été mises en place en 68 et qui ont été la spécialité de la Mitterrandie avec Jacques Lang pour les PD et SOS Racisme et Julien Drey pour l'incitation à haine raciale généralisée, la gauche de la manipulation des immigrés et la gauche des enculés, quoi. Oui, alors ça c'est un truc qui m'intéresse aussi. Quand on voit que tout concourt aujourd'hui à la baisse de la conscience citoyenne, à la baisse de la maîtrise du low-gauche, de l'intelligence critique et de la réelle conscience politique, on voit qu'ont été mis à contribution les jeunes à une époque avec... C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Alors je vous montre celui qui est le principal éditeur et animateur de la nouvelle philosophie, Bernard-Henri Lévy, qui est agrégé de philosophie. À côté de vous, André Glucksmann, agrégé de philosophie, chercheur au CNRS, auteur de 4 ouvrages. Cohn-Bendit, Glucksmann, BHL, tous ces jeunes cons. Vous me direz, ce n'est pas de la littérature, je ne sais plus ce qu'est la littérature. Et depuis mai 68, on ne sait plus ce qu'est la littérature pure. On ne sait pas non plus ce qu'est la politique pure. Hein. Les choses se mêlent comme ça. Et il se trouve qu'on appelle cela de la contestation. Qui disent à peu près n'importe quoi, mais qui étaient là pour faire baisser le niveau d'intelligence critique des étudiants, etc. Aujourd'hui, on a une nouvelle vague, qui est la vague des hystériques, c'est-à-dire des folles. On voit bien qu'il y a une convergence de la folle, c'est-à-dire le gay, et de la folle. Et là, j'ai listé, parce que c'est très très facile à vérifier, on mettra des images, qu'aujourd'hui, dans les médias, on a, je regarde mes notes, on en a un certain nombre. Alors on a Caroline Fourest. Caroline Fourest, bonjour. Vous aviez tenté de faire une conférence ce soir. Vous pouvez nous dire ce à quoi vous avez assisté? On voit bien, c'est le côté hystérique. On a dans l'hystérique dépressive, on a Clémentine Autain. Et je pense qu'on est dans cette période où il y a un flirt extrêmement dur entre le Front National et l'UMP. C'est faux, absolument. Alors, vous n'y êtes pas alors, hein. Je pense que le flirt idéologique, il est réel. Dans l'hystérique haineuse et violente, on a Elisabeth Lévy. C'est incroyable. Excuse-moi, c'est une insulte aux morts de la guerre. C'est une insulte aux victimes de nous dire ça. C'est-à-dire, je crois quand même, il faut revenir sur Terre. Il y a eu, entre 39 et 45, sur ce continent, il s'est passé des choses, ça suffit. Ces amalgames, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour les gens qui sont morts. On a vraiment aujourd'hui la mise à contribution par le système de la folle hystérique. Hein, c'est-à-dire, non pas de la femme cultivée, intelligente. On a madame, d'ailleurs, Agachinsky-Jospin, récemment, qui s'est prononcé assez intelligemment en tant que philosophe de gauche contre les conséquences dramatiques sur les enfants du mariage pour tous. C'est-à-dire que ce modèle, c'est un homme et une femme. Pourquoi? Pourquoi c'est 2? Pourquoi c'est pas 3 ou 4? Attendez, je Quand des enfants vont adopter, la procréation par le couple. Pourquoi les parents sont-ils 2? Pourquoi ils ne sont pas 3, 4 ou 5? Pour une seule raison. C'est simplement parce que la structure de la parenté étant inspirée par le modèle de la procréation, le père et la mère ne sont pas interchangeables. Madame Agachinsky-Jospin était avec nous, je le fais remarquer à Nolo, avec qui j'en parlais récemment, dans le combat anti-mariage pour tous. Hein. Mais ça, c'est occulté. Et par contre, pour brouiller, rendre tout incompréhensible, on nous met beaucoup maintenant aux commentaires journalistiques des hystériques au sens, je dirais, pathologico-clinique, hein, évident. Notamment Fourest à gauche. Ah bon, c'est pas. Qu'est-ce qui est pas vrai? Pardon, qu'est-ce qui est pas vrai? Je me suis fait tabasser, c'est pas vrai? Qui vous ont passé à tabac. Pardon? Non, c'est pas vrai. Vous plaisantez, Madame Bourges?
6 nervis qui m'ont passé à tabac, vous plaisantez, vous voulez voir mon bleu, vous voulez voir ce que j'ai au cervical, les 20 séances de kiné que j'ai depuis déjà des mois. Vous osez dire, il y a des images qui existent que je n'ai pas été passé à tabac? Vous êtes négationniste en plus d'être homophobe. Demander votre certificat médical, Caroline Forest, Béatrice Bourges, contrairement à 1789. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elisabeth Lévy à droite. Les roquettes qui tombent sur Israël, ça vous fait marrer. Et vous, ça vous fait rire? Mais la dinguerie de la gauche française avec le Hamas, je ne la comprends pas. Qu'est-ce que vous avez le droit des femmes? Vous avez oublié? Vous aimez tellement ça, ces gens qui oppriment leurs femmes? Autant, elle croit qu'elle est de gauche, mais je crois dans le genre... Moi déjà, le Panthéon, si j'ouvre les portes et que je signe une pétition, c'est pour y faire entrer des femmes. Parce que seules deux... Non mais je déconne pas, seules 2 femmes au Panthéon, qui sont en plus femmes d'eux. Il n'y a même pas Simone de Beauvoir. Au fond, nous, des gauches dépressives. Tu n'y connais rien, ça ne t'intéresse pas. Parce que quand on te dit qu'il y a un État dont la capitale économique et la capitale politique sont sous le tir de missiles à longue portée, tu t'en fous complètement. Non, je m'en fous pas. Mais pas du tout. Et j'en avais remarqué une 4e. Brigitte Bardot aussi. Je suis catholique. Il n'y a pas besoin d'être fervent. Non, mais je veux dire engagé depuis longtemps sur les questions religieuses ou pas? Non, mais je suis pas engagé sur les... Non, en fait, je suis même pas engagé sur les... Je prie, j'ai la foi, parce que je crois que Jésus est venu nous dire un message qui nous sauve. Voilà. Oui, Brigitte Bardot, oui, bien sûr. C'est très important de voir que on a mis en avant dans la lutte contre le mariage pour tous, qui est normalement une lutte sérieuse, qui a été portée par des pédopsychiatres, des philosophes, des anthropologues, etc. Puisque c'était pas... en face, il y avait juste l'argument de l'égalitarisme abstrait, qui est un argument complètement creux, et puis derrière, il y avait toutes les conséquences réelles, sociales de cette loi. Donc l'intelligence était du côté des opposants à la loi. Hein. Et on a fait porter ce mouvement par une fille que je connais bien, qui existe sous pseudo Brigitte Bardot, c'est-à-dire folle et frigide. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts. Qui est aussi, effectivement, évidemment pour des raisons que je connais mais que je tairais, une fille relativement hystérique et dépressive, hein, que je connais bien. Hein, je l'ai fréquentée longtemps à l'époque de Jalon. Et je dis, c'est pas de sa faute, mais pourquoi le pouvoir aujourd'hui choisit systématiquement, pour représenter les mouvements, pour porter la critique et le commentaire journalistique, des femmes dans l'hystérie et dans la pathologie hystérique évidente et objective. On voit bien que tout ça participe d'une volonté de, non pas d'aider à la compréhension, à l'intelligence et à l'équilibre, mais d'aider au déséquilibre social et aussi au déséquilibre psychologique et à la destruction de ce que j'ai dit du logos. Hein. On peut pas attendez, non, vous commencez pas avec votre prêchi-prêcha. Dire qu'on non, 5 minutes. Non, mais arrêtez, on se connaît pas, vous me tutoyez pas, vous me dites pas je vous aime au nom de Dieu, tout ça, vous le gardez pour vous, ça c'est votre intimité, vous ne balancez pas la figure. Mais sauf que moi, ce que je sais, c'est que celui qui est censé m'aimer, parce que je vais vous dire pourquoi ça me met dans cet état quand vous me dites ça, celui qui est censé m'aimer, je connais ses textes sur les homosexuels, je connais ce que fait le Vatican au sein des Nations Unies contre les programmes de planification familiale, contre les programmes de prévention du sida, où il est allié avec les pays musulmans pour bloquer toutes ces résolutions depuis des années et des gens en crèvent. Alors vous pouvez me dire ensuite qui m'aime, j'en ai rien à foutre. Mais je vais vous dire un truc. Non, mais vous pouvez pas. C'est insupportable ce discours, c'est insupportable. Mais peut-être, mais c'est le discours de la foi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on appelle systématiquement des hystériques, des tarés, des dégénérés aux commentaires. Alors que dans le temps, on appelait plutôt ceux qui avaient la meilleure maîtrise du logos, la plus grande compétence. Suicide spectaculaire ce mardi à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une figure de l'extrême droite française, Dominique Vénère, s'est donné la mort avec un pistolet alors que beaucoup de touristes visitaient la cathédrale. L'homme qui a mis fin à ses jours est un écrivain d'extrême droite, Dominique Vénère, ancien de l'OAS, apprécié des milieux nationalistes. Sur son site internet ce matin, il appelait à manifester contre le mariage pour tous le 26 mai, en concluant par ces mots. Il faudra certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Il dirigeait une revue historique qui était, c'est vrai, parfois politiquement incorrecte. Je pense que son geste dramatique est une protestation contre la décadence de notre société. Voilà ce qu'il écrivait dans son dernier message. Je me sens le devoir d'agir
tant que j'en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. Je choisis un lieu hautement symbolique que je respecte et j'admire. Mon geste incarne une éthique de la volonté. Je m'insurge contre les désirs individuels envahissants qui détruisent nos ancrages identitaires et notamment la famille, socle de notre civilisation multimillénaire. Là, c'est l'occasion de saluer la mort et le sacrifice d'un type comme Vénère, qui, pareil que les skinheads, c'est pas du tout ma famille, hein, c'est pas ma tasse de thé, c'était pas un mec très drôle, je l'ai croisé 2-3 fois, c'était pas un humoriste. Il était beaucoup sur la question européenne et raciale, comme souvent les païens. Hein. Faut pas oublier que les antichrétiens sont forcément tribaux et racialistes, puisque le christianisme, on peut d'ailleurs lui reprocher, est quelque chose d'universaliste et d'antiraciste. Donc un chrétien authentique n'est pas sur ces catégories-là. Mais Vénère était cohérent, il était païen, même s'il a choisi de se donner la mort à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, parce que c'était un symbole civilisationnel pour lui de l'Occident, et plus un symbole civilisationnel que religieux. Mais je peux comprendre qu'un type comme ça, qui avait plus de 70 ans, en voyant son pays s'effondrer, moi-même quand je regarde des documents sur l'époque de Brassens ou de Léo Ferré, c'est-à-dire les années 60. Vous savez, depuis le temps que je suis sur la Terre, j'ai évidemment rencontré, j'ai vu comment se comportaient les femmes. J'en ai vu qui étaient adorables et j'en ai vu qui l'étaient moins. Et j'ai raconté à peu près ce que j'avais vu. On a tendance quand même, vous voyez, quand on entend, par exemple, un type comme Brassens chanter une jolie fille dans une peau de vache, on a tendance à faire de moi un misogyne. Sous prétexte que je traite une femme de peau de vache, on décide que je suis un misogyne. Ça me paraît quand même, ça aussi, être une courte vue. Misogyne, il n'y a pas, le sage avait raison. Il y a les emmerdantes, on les trouve à foison. En foule, elles se pressent. Mais ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Malgré les planches et puis la terre, on se blottira comme on sait le faire. Nous deux, malgré la terre et puis les planches, on se câlinera comme le dimanche quand on va pas au cinéma. Nous deux, et qu'après on se retrouve en rêve, fascinés comme Adam et Ève, et tout fiers d'avoir trouvé ça, nous deux. Je pleure, c'est pour ça que j'ai du mal à écouter ça, parce que je chiale sur ma France morte et sur ma France perdue, sur la France de mon enfance. Donc j'imagine, un Vénère devait se retrouver dans un monde abject, absurde, répugnant, dégoûtant, immonde, le monde des émissions d'Arthur ou de l'autre dont j'ai parlé la dernière fois. Non, enfin Coé c'est ignoble aussi, mais Hanouna, parce que chez Hanouna il y a l'arrogance en plus. Je vais vous donner juste mon avis 2 petites secondes. Pour moi, dans télévision publique, il y a public. Là le problème c'est que le public ne regarde pas cette émission. Arrêtez, non mais c'est vrai. Chez Coé finalement, c'est un beauf, quoi, mais l'autre c'est en plus, c'est l'arrogance du peuple élu qui est derrière. Hein. Je trouve que cette émission aurait plus sa place ou sur une chaîne du câble, Paris Première, ou sur Paris Première, ou sur Canal+. Voilà, je trouve qu'elle aurait sa place à la limite sur Canal+, et que Frédéric Tadei aussi aurait sa place sur Canal+, mais je vois pas comment on peut donner une case comme ça à quelqu'un qui, ça fait 7 ans, qui marche pas. C'est le beauf qui se prend pour un aristocrate, c'est horrible. Je comprends qu'un Vénère, finalement, ait eu envie de quitter cette planète et ce monde, effectivement, pour rejoindre le Valhalla, rejoindre, je sais pas, Mishima, enfin les gens, les combattants de la tradition. Je peux le comprendre et j'en suis... enfin, je veux dire, je salue le geste, le côté héroïque et désespéré du geste, et je pense beaucoup aux vieilles personnes, hein, quelle que soit leur origine, y compris les vieux musulmans, hein, attention, qui sont en France et qui prennent cette monstruosité mondialiste dans la gueule. Ça doit être terriblement dur pour eux, quand je vois comme déjà c'est pénible pour moi de se sentir encore membre de cette communauté humaine, de cette civilisation et de cette planète, portée, je vous le dis, par tout ce qui est destruction de la tradition, de la morale et du bien, c'est-à-dire ce nouvel ordre mondial, voulu par une petite minorité d'oligarques dégénérés et satanistes. Hein, on parlera effectivement, avec le rabbin Bernheim, effectivement, de ces gens qui sont liés au satanisme réel, hein, au franquisme et au sabbataïsme. Il faut comprendre ce qu'est Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi est un petit juif de Salonique
donc la ville des Mellahs de Sarkozy, ou de Mustafa Kemal Atatürk, etc. Donc du jour au lendemain, il se prend pour le messia juif. Ça, c'est le messianisme juif. Hein. C'est une dérive religieuse, intellectuelle extrêmement grave. Le problème, c'est qu'elle a marché, qu'elle a pris quasiment tout le monde. Et il a dit que c'était le Messia et qu'il a créé une nouvelle religion. C'est la religion du salut par le péché. Voilà, de ce monde de plus en plus piloté par le diable, en manipulant tous les crétins, tous les paumés, tous les naïfs, tous les idiots, c'est-à-dire, effectivement, c'est assez facile à voir. Ceux qui sont le plus loin, effectivement, de la maîtrise de l'intelligence critique, on va le dire, les femmes, les jeunes, les gens issus d'une autre civilisation et arrivés récemment dans des conditions difficiles, les gens sexuellement perturbés. On voit bien que le Satan s'appuie effectivement sur tous les paumés, les déséquilibrés, effectivement, pour asseoir son règne, hein, en nous les envoyant dans la gueule comme des tirailleurs sénégalais ou des pauvres salafo-wahhabites, puisés sous le sous-prolétariat du Maghreb en crise et payés par l'argent du Qatar et promus par une idéologie de type wahhabite. On voit bien qu'il y a un lien. Hein, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Ces gens qui sont manipulés pour détruire, et uniquement détruire, tuer, égorger, finalement sont métaphoriquement les mêmes chez nous dans un monde moins violent. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire les dégénérés, quoi, les paumés, les psychopathes. Et quand un monde se sert des psychopathes pour maintenir son pouvoir, c'est non seulement un monde qui mérite de s'effondrer, mais c'est des élites qui méritent d'être violemment châtiées. Et malheureusement, pour l'instant, elles échappent à tout, et elles pensent même, dans cette logique de guerre civile et de guerre mondiale, accroître leur pouvoir par ces manipulations et ces violences. C'est ça qui est tragique, c'est que c'est régné par le chaos, c'est qu'on pourra élargir encore un peu tout à l'heure. Au bout de ça, il y a le renforcement de leur pouvoir, hein. C'est-à-dire exactement comme quand Attali dit qu'après la Troisième Guerre mondiale, il y aura le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, dont la capitale sera Jérusalem. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Il dit ça très calmement, hein, sachant que la Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts, la deuxième 50 millions, et que la troisième peut en faire largement 500 millions, hein, avec le nombre de bombes atomiques qui est en place et les armes qui est en place. Mais ces gens-là, ils ont effectivement sur la bouche, quand ils disent ça, le sourire de Satan. Hein, voilà. Puis, le traité de Versailles, c'était après la guerre, le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre, la Nations Unies, c'était après la guerre, et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Pour finir, sans doute, M. Wener, voyant Satan régner de plus en plus visiblement sur le monde, en s'appuyant sur les populations de plus en plus loin de l'intelligence et de la civilisation, a sans doute préféré mourir dans quelque chose qui incarne le génie européen. Sans doute, c'est ce génie que j'appelle, moi, helléno-chrétien, qui était la cathédrale de Paris. Voilà. Donc, bien que Wener ne soit pas du tout sur ma ligne, hein, parce que moi je suis un nationaliste français, on va dire, plutôt non racialiste, et qui tend la main aux musulmans, alors que lui était sur cette peur du grand remplacement. À l'image de ses choix politiques, le dernier billet que Dominique Wener a publié sur son blog ne fait pas dans la demi-mesure. Il y évoque une France qui pourrait tomber aux mains des islamistes, accuse le patronat et l'Église d'y avoir travaillé activement et incite les manifestants du 26 mai à ne pas se limiter au refus du mariage gay pour exprimer leur colère. Et sur cette peur de l'islam, relativement d'ailleurs essentialisée et qui connaissait sans doute pas très bien, malgré tout, je salue son geste et j'ai... comment dirais-je, un grand respect pour ce geste de sacrifice. Et comme je l'ai dit, malheureusement, on ne verra jamais un Cohn-Bendit ou un Pierre Berger se faire harakiri par dignité et pour affirmer leur protestation face au monde. Hein. Malheureusement, c'est toujours les mêmes, effectivement, qui ont ce genre de geste élégant, et toujours les mêmes qui sont dans l'inélégance généralisée et permanente, même comme derrière cette inélégance fondamentale se cache derrière, comment dirais-je, l'industrie du luxe. Hein. Sans doute cette élégance d'apparence est là pour cacher une inélégance
fondamentale et foncière. C'est intéressant d'y réfléchir d'ailleurs. Ce que cache le commerce du luxe. Hein. Toute la laideur morale et politique que cache cette industrie du luxe, qui est l'industrie la plus florissante d'une période de crise. Voilà, faut pas l'oublier. Tout ça, c'est des symboles sur lesquels il faut réfléchir. Il y a les emmerdeuses un peu plus raffinées, et puis très nettement, au-dessus du panier,